Je me suis réveillé d'un coma mais je n'ai pas ouvert les yeux. Ma mère a dit, enfin. Je suis resté immobile, Dieu merci je l'ai fait, parce qu'ensuite elle a dit. Avant de m'appeler Elena Ross, mon nom était Elena Callaway. Ma mère était Margaret Callaway, décédée d'un cancer de l'ovaire agressif quand j'avais 14 ans, et qui a passé les 8 derniers mois de sa vie à faire quelque chose que je n'ai compris que lorsque j'ai été assez grande pour le comprendre, s'assurer que ce qu'elle avait construit me revienne. Plutôt qu'aux personnes qui viendraient après elle. Ma mère était promotrice en immobilier commercial, pas à grande échelle. Elle ne construisait pas de tours et ne gérait pas de portefeuille nécessitant le soutien d'institutions. Elle trouvait des propriétés sous-évaluées sur des marchés de taille moyenne, les achetait au bon moment, les rénovait avec le soin de quelqu'un qui comprenait que le caractère d'un bâtiment était un actif aussi réel que sa superficie. Et les louait à des locataires qu'elle sélectionnait avec le même soin. Elle a fait cela pendant 18 ans, et elle y excellait. Elle était également d'une grande précision. Elle tenait ses registres comme les architectes gardent leurs plans, comprenant que l'exactitude n'était pas de la bureaucratie mais de la protection, et que cette protection était destinée à ceux qui viendraient après elle plutôt qu'à elle-même. À sa mort, elle m'a laissé 3 propriétés commerciales dans une fiducie structurée de manière à ce que je ne puisse pas y accéder avant d'avoir 25 ans. Elle m'a laissé des parts dans la petite entreprise de promotion immobilière qu'elle avait fondée. Elle a laissé un compte distinct pour financer mes études et mes frais de subsistance jusqu'à l'activation de la fiducie. Et elle a laissé une lettre que son avocat m'a remise le jour de mes 25 ans, livrée dans une enveloppe scellée portant mon nom écrit de sa main. La lettre disait, entre autres, qu'elle avait réfléchi attentivement à la structure de ce qu'elle me laissait et qu'elle l'avait protégé de toutes les manières qu'elle connaissait. Elle disait qu'elle n'était pas naïve quant à ce que l'argent faisait aux personnes qui ne l'avaient pas gagné et qui pensaient y avoir un droit. Elle disait que les protections qu'elle avait construites n'étaient pas parce qu'elle ne me faisait pas confiance, mais parce qu'elle me faisait confiance. Et elle voulait s'assurer que sa volonté soit respectée par les systèmes qui m'entouraient, même si les personnes autour de moi n'étaient pas dignes de confiance. J'ai lu cette lettre le jour de mes 25 ans, assise dans mon appartement alors que mon café refroidissait. J'y ai repensé dans cette chambre d'hôpital, allongée immobile, les yeux fermés, à écouter la voix de ma belle-mère. Ma mère savait quelque chose que j'avais mis 11 ans à apprendre. Mon père s'appelle Richard Ross, il a 58 ans aujourd'hui. Il s'est remarié 4 ans après la mort de ma mère, alors que j'avais 18 ans et que je partais pour l'université, ce qui donnait à ce timing l'air d'avoir été planifié plutôt que d'être une coïncidence. Il fréquentait ma belle-mère, Catherine, depuis au moins 1 an avant de m'en parler, ce que je sais pour avoir trouvé une photographie d'eux datée de 8 mois avant son premier dîner chez nous, classée dans un dossier de son bureau que je parcourais pour une toute autre raison. Je n'ai rien dit à propos de cette photo. J'avais 17 ans et j'avais déjà appris quelles observations étaient les bienvenues dans ma maison, et lesquelles fermaient des portes. Catherine s'est présentée comme la chaleur même lorsque je l'ai rencontrée. Elle avait 44 ans à l'époque, séduisante de la manière soignée de quelqu'un qui entretient une version d'elle-même pour un public depuis sa vingtaine. Et elle avait l'aisance sociale d'une personne qui comprenait immédiatement ce qu'une pièce attendait d'elle et le lui offrait sans donner l'impression de faire d'efforts. Elle s'est montrée gentille avec moi à chaque dîner auquel j'ai assisté cette année-là. Elle m'interrogeait sur mes études. Elle se souvenait de détails de conversations précédentes. Elle manifestait un intérêt pour le parcours de ma mère dans l'immobilier commercial avec ce qui semblait être une sincère curiosité. Elle a posé, à 3 reprises durant ma dernière année de lycée, des questions sur la structure de la fiducie que ma mère m'avait laissée. J'ai répondu de manière générale parce que je n'avais pas encore la maturité nécessaire pour comprendre pourquoi ces questions arrivaient dans cet ordre précis. Ma marraine Patricia, elle, le comprenait. Patricia Holt avait été la meilleure amie de ma mère depuis leur vingtaine, avait été désignée comme ma marraine à ma naissance et avait assisté à chaque événement important de ma vie avec la présence constante de quelqu'un qui prend ce rôle au sérieux plutôt que comme une décoration. Elle avait 62 ans aujourd'hui, était une avocate spécialisée en succession à la retraite qui avait rédigé une partie des clauses de protection dans les documents de fiducie de ma mère. Elle a rencontré Catherine lors de mon dîner de remise des diplômes de fin d'études secondaires. Elle m'a appelé le lendemain matin. Elle m'a dit, fais attention à ces questions. J'ai répondu, elle semble sincèrement intéressée. Patricia a répliqué, elle est sincèrement intéressée. C'est exactement ce que je te dis de surveiller. Je n'avais pas compris à l'époque. J'allais le comprendre 4 ans plus tard en me réveillant dans une chambre d'hôpital. J'ai déménagé à Atlanta après l'université.
J'avais un diplôme en administration des affaires et j'ai commencé à travailler pour une entreprise de gestion immobilière commerciale, non pas parce que j'avais besoin de revenus, mais parce que je voulais comprendre le secteur dans lequel ma mère avait construit sa vie avant de prendre la responsabilité de ce qu'elle m'avait laissé. J'y ai travaillé pendant 3 ans. J'y ai appris des choses que je n'aurais pas pu apprendre uniquement par des documents ou un héritage, comment les bâtiments fonctionnent en tant qu'entreprise, comment les relations avec les locataires sont maintenues, et comment identifier et combler l'écart entre l'état d'une propriété et son potentiel. J'ai eu 25 ans le mois de mars précédant l'accident. Patricia m'a remis la lettre de ma mère. J'ai activé la fiducie. J'ai eu une réunion avec la gestionnaire financière indépendante de la fiducie, une femme prénommée Grace, qui gérait le compte depuis la mort de ma mère et qui m'a accueilli avec la chaleur de quelqu'un qui attendait depuis longtemps de rencontrer enfin la personne pour laquelle elle travaillait. À l'activation, la fiducie contenait les 3 propriétés commerciales, les parts de l'entreprise et un compte d'investissement que 10 ans de gestion prudente avaient fait fructifier jusqu'à atteindre un montant qui m'a demandé un moment d'arrêt lorsque Grace m'a montré le relevé. Ma mère s'était montrée prévoyante. Elle s'était montrée extrêmement prévoyante. Le comportement de Catherine a changé la semaine suivant mon 25e anniversaire. Je l'ai remarqué à l'époque, mais je ne l'ai pas qualifié correctement. Les questions sont devenues moins générales. Elles sont devenues transactionnelles. Elle m'interrogeait sur des propriétés spécifiques. Elle me posait des questions sur la structure du conseil d'administration de l'entreprise. Elle me demandait si j'avais envisagé de mettre à jour les dispositions de gestion de la fiducie maintenant que j'en étais la bénéficiaire principale. J'ai donné des réponses évasives. J'ai dit à mon père qu'elle posait des questions. Il a répondu, elle s'intéresse simplement à ta réussite. Elle tient à toi. J'ai noté l'esquive. Je n'ai pas insisté. C'était en mars. L'accident a eu lieu en septembre. Je rentrais d'une inspection de propriété un jeudi soir. Une route secondaire, le genre de route avec cette lumière de fin d'après-midi si particulière qui rend difficile l'évaluation précise des distances. Un camion qui a brûlé un feu rouge à un carrefour que je traversais alors que j'avais la priorité. Je ne me souviens pas de l'impact. Je me souviens de la lumière juste avant, puis de plus rien jusqu'à cette chambre d'hôpital, 3 semaines plus tard. Les médecins m'ont dit plus tard que j'avais été plongé dans un coma artificiel pendant 11 jours, puis dans un coma naturel pendant 10 autres jours. Ils m'ont dit que mon activité cérébrale avait été surveillée et qu'elle avait montré des signes de conscience émergentes dans les jours précédant mon réveil effectif. Ils m'ont dit que mon rétablissement était remarquable compte tenu de la gravité de la blessure initiale. Ils m'ont dit tout cela après. Pendant que j'étais dans le coma, les gens m'avaient parlé librement. Des visiteurs étaient venus, des infirmières étaient venues, mon père était venu, Catherine était venue. Ils parlaient avec ces voix étouffées propres aux espaces médicaux, et ils disaient des choses que le corps inconscient allongé dans le lit n'était pas censé traiter. Le corps traitait tout. Je suis revenu à moi lentement. D'abord les sons, puis la lumière à travers mes paupières, puis la capacité de me situer dans l'espace, puis la pensée arrivant par fragments qui se sont assemblés progressivement en une compréhension cohérente sur une période de plusieurs heures, un jeudi matin, 3 semaines après l'accident. Je savais où j'étais avant d'ouvrir les yeux. Je le savais grâce au bruit, à l'odeur, à la texture des draps et à cette qualité particulière du silence entre les machines. Je suis resté immobile et je me suis orienté. Puis la porte s'est ouverte. Des pas, 2 paires. L'une que j'ai reconnue comme étant celle de Catherine au bruit de ses chaussures, un motif que j'entendais depuis 13 ans. L'autre que j'ai reconnue comme étant celle de mon père à son poids et à son rythme. La porte s'est refermée derrière eux. Catherine s'est approchée du lit. Elle a regardé les moniteurs un instant. Puis elle a prononcé un seul mot si doucement que si j'avais été un peu moins alerte, je l'aurais manqué, enfin. Je suis resté immobile. J'ai contrôlé ma respiration avec l'attention concentrée de quelqu'un qui comprend que les secondes suivantes comptent plus que toutes celles qui ont précédé. Catherine s'est tournée légèrement vers mon père. Elle a dit autre chose, quelque chose qui m'a appris en moins de 10 mots ce qui s'était passé au cours des 3 semaines où j'avais été allongé dans ce lit. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas ouvert les yeux. Allongé dans cette chambre d'hôpital dans la lumière de la fin de matinée, j'ai pensé à la lettre de ma mère et à ce qu'elle avait écrit sur le système qu'elle avait mis en place pour protéger ce qu'elle me laissait. J'ai pensé à la voix de Patricia au téléphone le matin suivant mon dîner de remise des diplômes, fais attention à ces questions. J'avais fait attention à ces questions.
Je n'avais pas fait assez attention à ses réponses. Cela allait changer. La phrase que Catherine a prononcée après, enfin, comptait 7 mots. Je les ai comptés de nombreuses fois depuis, encore une signature et tout est à nous. Elle l'a dit à mon père avec la voix basse de quelqu'un qui a pris l'habitude de parler dans des chambres d'hôpital pendant 3 semaines et s'est installé dans l'hypothèse que la personne dans le lit ne reçoit pas l'information. Mon père n'a rien répondu. Ce silence était une sentence en soi. Je suis resté complètement immobile et j'ai répertorié ce que je venais d'entendre avec l'attention concentrée de quelqu'un qui comprend que les prochaines minutes sont un document en cours d'écriture et que chaque détail comptera plus tard. Encore une signature. Pas, nous espérons qu'elle va s'en sortir. Pas, les médecins pensent qu'elle s'améliore. Encore une signature. Le langage d'une transaction en cours. Le langage de quelqu'un qui avait suivi un processus, était arrivé à la dernière étape et exprimait un soulagement face à la proximité de la conclusion plutôt que face au retour à la conscience de la personne au-dessus de laquelle elle se tenait. Tout est à nous, pas à elle, pas à la famille, à nous. 2 personnes, un cercle fermé. Mon père ne lui avait pas dit de s'arrêter. La porte s'est ouverte à nouveau. Une infirmière est entrée, a dit quelque chose à propos de mes constantes, s'est déplacée dans la pièce avec le calme efficace de quelqu'un qui effectue une tâche de routine. Catherine et mon père ont reculé. L'infirmière a vérifié les moniteurs, a pris une note, puis est partie. La porte s'est refermée. Catherine a dit, quand est-ce que Hargrove arrive? Mon père a répondu, demain matin, à 9 h. Catherine a dit, dis-lui d'apporter tous les documents de transfert. Je veux que tout soit prêt. Mon père a dit, je le ferai. J'ai noté le nom d'Hargrove. J'ai noté demain matin. J'ai noté tous les documents de transfert. Puis j'ai noté autre chose. La voix de mon père avait la texture d'un homme qui suit des instructions plutôt que de participer à une conversation entre égaux, pas réticent, pas contraint. Juste un homme qui avait cédé la direction de quelque chose à quelqu'un d'autre et qui avait cessé de considérer cette direction comme lui appartenant ou devant être remise en question. Cela m'en a dit plus sur les 3 semaines où j'avais été inconsciente que tout ce que Catherine avait pu dire. Ils sont partis ensemble à 11h40. Je suis resté immobile pendant 20 minutes après la fermeture de la porte. Puis j'ai ouvert les yeux. Le plafond d'une chambre d'hôpital possède une nuance de blanc particulière qui n'existe nulle part ailleurs, institutionnel et neutre, conçu pour ne procurer aucune émotion à celui qui le regarde. Je l'ai observé pendant un long moment. J'ai fait l'inventaire. Mon corps répondait de la manière qui importait. Je pouvais bouger mes mains. Je pouvais tourner lentement la tête. Le côté droit de mon corps présentait la lourdeur de l'inactivité plutôt que celle d'une lésion. Mon bras gauche était relié à une perfusion. Ma tête me faisait souffrir d'une douleur sourde et constante, de celles qui durent depuis si longtemps qu'elles font désormais partie du décor. J'étais vivante. Pour la première fois depuis 3 semaines, j'étais également stratégiquement positionné. Hargrove arrivait à 9 h le lendemain matin avec les documents de transfert complets. J'avais environ 22 heures devant moi. J'avais besoin de 2 choses, un allié dans ce bâtiment qui comprenne ce qui se passait, et un moyen de contacter Patricia avant 9 h demain matin. Je suis resté immobile et j'ai réfléchi. L'infirmière qui était entrée pour les constantes portait un badge que je n'avais pas pu lire depuis ma position, mais elle avait touché mon poignet en prenant mon pouls, et ses doigts s'étaient attardés une fraction de seconde de plus qu'un contrôle de routine ne l'exigeait. Pas assez pour être certaine, mais assez pour être remarquée. Elle avait remarqué quelque chose. J'allais avoir besoin que cette remarque me soit utile. Elle s'appelait Adas. Elle est revenue pour les constantes du soir à 16h30. Elle a d'abord vérifié les moniteurs. Puis elle s'est approchée du lit et a pris mon pouls avec les 2 mêmes doigts sur mon poignet. Et cette fois, j'ai exercé une pression en retour. Une légère augmentation de pression, à peine perceptible. Le genre de signal qui ne s'enregistre que si l'on y prête déjà la bonne attention. Elle s'est figée. Elle n'a pas regardé la porte. Elle n'a pas changé d'expression. Elle a simplement maintenu son sang-froid clinique avec l'aisance de quelqu'un entraîné à ne pas réagir aux informations surprenantes dans des pièces où les réactions ont des conséquences. Elle a dit de la même voix calme et professionnelle qu'elle utiliserait pour n'importe qui, « Je vais prendre votre température ». Elle a placé le thermomètre et, pendant qu'elle attendait, elle s'est penchée légèrement plus près du moniteur qu'elle faisait semblant de lire et a dit, à peine plus aucun souffle, « Clignez des yeux une fois si vous m'entendez ».
J'ai cligné des yeux une fois. Elle s'est redressée, a pris une note sur son tableau, a lu le thermomètre, a pris une autre note, puis a dit sur le même ton clinique, « Je vais ajuster légèrement votre position pour votre confort. » Elle s'est déplacée sur le côté du lit. Tout en ajustant l'oreiller, elle a dit doucement et directement, « Vous montrez des signes de conscience depuis 2 jours. » Je l'ai consigné dans mes notes personnelles, pas dans le dossier principal. Je ne savais pas à qui faire confiance. J'ai pressé son poignet une fois avec mes doigts. Elle a dit, « Il y a une femme qui est venue 3 fois et qui ne figure pas sur la liste des membres de la famille autorisée. Elle s'est enregistrée comme amie de la famille la première fois. Elle est accompagnée d'un homme qui, je pense, est avocat. Ils sont venus hier pendant que votre belle-mère était là, et votre belle-mère leur a demandé de partir. » J'ai de nouveau pressé son poignet. Elle a dit, « Voulez-vous que je contacte quelqu'un ?» J'ai pressé une fois pour dire oui. Elle a dit, « Dites-moi comment. » Je ne pouvais pas encore parler. Ma gorge souffrait de l'irritation de 3 semaines d'intubation et d'inactivité, mais ma main pouvait bouger suffisamment. Hadas a compris avant même que je le demande. Elle a apporté un bloc-notes de son chariot de fourniture, a placé un stylo dans ma main droite et a tenu le bloc à un angle que je pouvais atteindre. J'ai écrit 2 choses, Patricia Holt, et son numéro de téléphone, que j'avais mémorisé à 14 ans et que je n'avais jamais oublié. Puis j'ai écrit un autre mot, ce soir. Hadas a regardé ce que j'avais écrit. Elle m'a regardé. Elle a dit, « Je l'appellerai depuis mon téléphone personnel pendant ma pause, pas depuis le système de l'hôpital. » J'ai pressé son poignet. Elle a dit, « N'ouvrez les yeux pour personne d'autre ce soir. Pas avant que je vous dise que vous êtes en sécurité. » J'ai fermé les yeux. Elle a terminé ses notes et est partie. Allongé dans mon lit, j'ai répertorié tout ce que j'avais entendu pendant ces 3 semaines depuis une position que tout le monde croyait passive. Laissez-moi vous dire ce que je savais ce jeudi soir. Je le savais parce que j'avais été inconsciente pendant 3 semaines dans une pièce où les gens parlaient librement, et parce que le cerveau, même dans son état le plus affaibli, enregistre les informations, pas tout, pas de manière nette. Mais par fragments qui s'assemblaient depuis que ma conscience avait commencé à revenir, de la même manière qu'un document se reconstitue à partir de morceaux lorsque l'on dispose du bon logiciel et d'assez de temps. Catherine était venue 11 fois. Je le savais parce que différentes infirmières l'avaient mentionné dans diverses conversations et que je les avais comptées. Mon père était venu 7 fois. Patricia était venue 3 fois et on lui avait demandé de partir à 2 reprises. Un homme du nom de Hargrove était venu une fois avec Catherine, un jour où mon père n'était pas présent. Cette visite avait duré 40 minutes. La conversation que j'avais partiellement entendue portait sur des documents, des autorisations et le calendrier pour finaliser un transfert d'autorité de gestion. Un autre homme, dont je n'avais pas retenu le nom, était venu à 2 reprises et s'était adressé à mon père sur un ton différent de celui de l'avocat, plus bas, plus prudent, le ton de quelqu'un qui apporte des nouvelles exigeant de grandes précautions. J'avais entendu l'expression « procuration » dans cette conversation. J'avais entendu l'expression « mandat de protection médicale ». J'avais entendu, lors de la seconde de ces visites, mon père demander « Combien de temps encore devons-nous attendre ?» L'autre homme avait répondu « Les médecins parlent de 2 semaines supplémentaires avant de prendre des décisions permanentes. » Mon père avait dit « Et si nous agissons avant cela ?» L'homme avait répondu « Alors il faut que la documentation soit en béton. » Cette conversation avait eu lieu un mardi. Je ne savais pas quel mardi. Je ne savais pas combien de jours s'étaient écoulés avant mon réveil, mais j'en comprenais le sens. Ils n'attendaient pas que je me rétablisse. Ils attendaient un calendrier qui servait une procédure juridique pour laquelle je n'avais pas été consulté. Mon père n'était pas un homme manipulé par une femme qu'il aimait et participant à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Mon père était un homme qui participait à un plan qu'il comprenait parfaitement. C'était la partie de l'histoire sur laquelle je ne cessais de revenir durant les heures séparant la visite d'Hadas et l'arrivée de Patricia. Pas Catherine. Catherine s'était révélée au fil de ces 13 années d'une manière que j'avais choisi de ne pas interpréter correctement. Elle avait posé des questions sur la fiducie. Elle avait posé des questions sur les propriétés. Elle avait posé des questions sur la structure de gestion. Elle l'avait fait agréablement et constamment. Et j'avais attribué cela à la curiosité d'une femme qui s'intéressait à la vie de sa belle-fille. Ce n'était pas de la curiosité. Mais Catherine était une femme en qui je n'avais jamais eu une confiance absolue. Découvrir ses intentions était douloureux mais pas surprenant. Mon père, lui,
était différent. Mon père s'était tenu dans une chambre d'hôpital et avait demandé combien de temps il fallait encore attendre alors que sa fille gisait inconsciente dans un lit à 1 mètre de lui. C'était une trahison que je ne pouvais intégrer dans aucune structure mentale sans devoir reconstruire cette structure à partir de zéro. Patricia est arrivée à 20h15 ce soir-là. Joëlo sait parce qu'Adas est entrée à 20h10 et m'a dit doucement tout en vérifiant ma perfusion, elle est dans le parking de l'hôpital. Je vais la faire passer par l'entrée du personnel. Nous avons une fenêtre d'environ 12 minutes avant que l'infirmière en chef ne fasse sa ronde. J'ai pressé son poignet. Patricia a franchi la porte à 20h18. J'ai entendu ses pas et je les ai reconnus comme j'avais reconnu ceux de Catherine. Le rythme de quelqu'un que j'écoutais depuis toujours. Elle s'est approchée du lit. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit très doucement, « Elena, si tu m'entends, serre-moi la main. » J'ai serré sa main. Elle a laissé échapper un son qui n'était pas un mot, le son d'une personne qui relâche un soulagement qu'elle contenait depuis 3 semaines. Elle s'est assise sur la chaise à côté du lit, s'est penchée et a dit, « Je vais te dire ce que je sais et j'ai besoin que tu écoutes sans réagir, car Adas dit que nous avons 11 minutes. » J'ai gardé les yeux fermés. J'ai pressé sa main une fois pour acquiescer. Elle a dit, « Catherine a demandé une procuration médicale temporaire le 4e jour de ton hospitalisation. La demande mentionnait la détresse de ton père et son souhait de la voir gérer les décisions médicales. L'équipe juridique de l'hôpital a signalé cela comme irrégulier, mais ton père a confirmé la demande par écrit, et elle a été accordée sur une base limitée. » J'ai pressé sa main. Elle a continué, « Le 9e jour, un homme du nom de Hargrove, un avocat spécialisé en succession que Catherine a engagé il y a 18 mois, a soumis des documents à la gestionnaire financière de ta fiducie pour exiger une révision d'urgence de la structure de gestion. Il a invoqué ton incapacité et ce qu'il a décrit comme les droits de ton père en tant que cofiduciaire d'origine. » Elle a ajouté, « Grace, ta gestionnaire financière, a rejeté la demande et m'a contacté immédiatement. Je suis en contact avec Grace depuis le 10e jour. » J'ai pressé sa main 2 fois. Elle a compris. Elle a poursuivi, « Grace n'a rien traité. Elle a fait traîner les choses en invoquant des exigences administratives, en demandant des documents longs à produire, en exigeant des clarifications qui appelaient des réponses. Elle nous a fait gagner du temps. » Elle a marqué une pause. J'ai ouvert les yeux. Patricia m'a regardé. Elle n'a pas réagi avec la surprise visible de quelqu'un confronté à l'inattendu. Elle avait passé 40 ans comme avocate spécialisée en succession. Elle attendait ce moment depuis l'instant où Adas l'avait appelée depuis son téléphone portable dans le parking de l'hôpital. Elle a dit, « Bonjour, ma chérie. » J'ai répondu d'une voix qui n'était guère plus qu'un murmure après 3 semaines de silence, « Hargrove ne doit pas entrer dans ce bâtiment demain. » Elle a dit, « Il n'entrera pas. » J'ai dit, « J'ai besoin que Grace ait une preuve documentée de ma conscience avant 9h. » Elle a dit, « Adas tient des notes personnelles depuis mardi, datées, horodatées, rédigées selon un format clinique. Elle les signera ce soir. » J'ai dit, « Et l'équipe médicale ?» Patricia a répondu, « J'ai un collègue avocat spécialisé dans les affaires médicales et juridiques. Il est disponible ce soir. Il peut être ici à 6h demain matin. » J'ai demandé, « Est-il au courant de la situation ?» Elle a dit, « Il en sait assez. » J'ai dit, « J'ai besoin de savoir tout ce qui a été déplacé, tout ce qui a été déposé, tout ce qui a changé de main depuis l'accident. » Patricia a plongé la main dans le sac qu'elle avait apporté et a posé un dossier sur le lit à côté de moi. Elle a dit, « Je prépare cela depuis le 10e jour. » J'ai ouvert le dossier avec des mains plus lentes que d'ordinaire et moins fermes, mais fonctionnelles. Le dossier contenait 14 pages. Je les ai toutes lues. Le temps que je finisse, ma voix était plus assurée qu'à l'arrivée de Patricia, et la douleur dans ma tête avait pris la consistance d'une force à laquelle on donne une direction plutôt que d'une simple souffrance passive. J'ai regardé Patricia. J'ai dit, « Ils ont fait 2 erreurs. » Elle a demandé, « Dis-moi. » J'ai dit, « Ils ont fait appel à Hargrove et Hargrove a utilisé la documentation de fiducie que ma mère avait rédigée, celle qu'elle a construite avec toi. » Patricia m'a regardé. J'ai poursuivi, « Tu connais chaque protection de ces documents, chaque clause, chaque condition. » Elle a dit, « J'en ai rédigé la majeure partie. » J'ai dit, « Alors tu connais la chaîne d'autorisation qu'ils auraient dû contourner. » Elle a dit, « Oui. » J'ai demandé, « L'ont-ils contourné correctement ?» Patricia est restée silencieuse un instant. Puis elle a répondu, « Non, ils ne l'ont pas fait. »
J'ai dit, montre-moi. Elle me l'a montré. À 22h ce soir-là, Hadas avait signé ses notes personnelles en présence de Patricia et de l'avocat médico-légal qui était arrivé à 21h30. À 23h, Grace, la gestionnaire financière de la fiducie, disposait d'une notification formelle de mon retour à la conscience avec des pièces justificatives fournies par 2 témoins médicaux. À 23h30, Patricia avait déposé une requête d'urgence auprès du tribunal des successions demandant le gel immédiat de toutes les transactions liées à la fiducie en attendant une évaluation de mes capacités. À minuit, le rendez-vous d'Hargrove pour le lendemain matin était devenu juridiquement sans objet. Allongé dans mon lit d'hôpital, j'ai pensé à ma mère assise à son bureau il y a 18 ans, construisant des protections dont elle espérait que je n'aurais jamais besoin. Elle les avait construites de toute façon parce qu'elle avait compris quelque chose que Catherine et mon père n'avaient pas compris lorsqu'ils avaient entamé leur processus méticuleux de 3 semaines. Les protections ne résidaient pas dans les documents de la fiducie. Les protections résidaient dans les personnes qui avaient aidé à les concevoir. Et ces personnes attendaient que je me réveille. L'avocat médico-légal s'appelait David Chen. Il avait 53 ans, d'une précision propre à quelqu'un qui a passé 30 ans à l'intersection de la santé et du droit, et qui avait développé à travers ce travail une absence totale de sentimentalisme face aux situations exigeant de la clarté plutôt que du réconfort. Patricia avait travaillé avec lui sur 3 affaires au cours de la décennie précédente, et l'avait décrit au téléphone la veille comme quelqu'un qui ne gaspille ni les mots ni le temps. Il est arrivé à 6h du matin comme promis. Il a d'abord examiné les documents d'Hadas. Il a relu ses propres notes de l'évaluation de la veille au soir. Il s'est entretenu avec le médecin traitant, une femme nommée Dr Afford, qui gérait mes soins depuis l'accident et qui avait, à vrai dire, ses propres inquiétudes concernant certaines décisions prises durant mon incapacité. Inquiétudes qu'elle n'avait pas pu formuler par les voies officielles faute de documents pour les appuyer. Le docteur Afford avait observé. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle observait, mais elle observait. David l'a rencontrée pendant 40 minutes dans une salle de conférence au bout du couloir pendant que j'étais allongé dans mon lit et que Patricia était assise sur la chaise à côté de moi. Nous ne parlions pas, car il n'y avait rien à dire qui n'eût déjà été dit. Et parce que nous comprenions toutes les deux que les heures suivantes constituaient une procédure plutôt qu'une conversation, et que cette procédure exigeait de la patience plus que des mots. À 7h15, David est revenu. Il a dit, le docteur Afford est prêt à déposer une évaluation de capacité modifiée documentant votre état de conscience à compter du jeudi soir. L'évaluation sera horodatée et remplacera la documentation médicale existante sur laquelle s'appuyait la requête d'Hargrove. J'ai demandé, qu'est-ce que cela signifie pour la procuration ? Il a répondu, la procuration médicale temporaire de Catherine a été accordée en raison de votre état d'incapacité. À l'instant où une évaluation de capacité actuelle établit votre état de conscience et votre aptitude à communiquer, le fondement de cette procuration n'est plus valide. Elle ne nécessite pas d'ordonnance du tribunal pour être annulée. Elle s'annule automatiquement selon les termes de l'accord initial. J'ai dit, et le rendez-vous d'Hargrove ? Il a expliqué que la requête d'urgence de Patricia avait été reçue par le tribunal des successions à 23h47 la nuit dernière. Le juge de permanence l'avait examiné à 4h ce matin et avait émis un gel temporaire de toutes les transactions liées à la fiducie en attendant une audience de capacité d'urgence. L'audience était fixée au lundi. Il a ajouté, quand Hargrove arrivera à 9h, il constatera qu'il n'y a plus rien à faire pour lui. Hargrove est arrivé à 9h04. Je le sais parce qu'Hadas se trouvait au poste de soins lorsqu'il a franchi l'entrée principale, et elle m'a envoyé un mot d'un seul mot sur le bloc-notes qu'elle m'avait laissé. J'ai plié le bloc-notes, je l'ai glissé sous mon oreiller, puis je suis resté immobile, les yeux ouverts, à attendre. Il est entré dans la chambre avec Catherine. Ils ont ouvert la porte ensemble. Catherine s'est arrêtée. Elle m'a regardé. Elle a observé mes yeux ouverts, l'oreiller ajusté derrière moi, le verre d'eau posé sur la table de chevet auquel j'avais bu, et le bord du bloc-notes visible sous l'oreiller. Elle a regardé Patricia assise sur la chaise à côté du lit avec un dossier sur les genoux. Elle a regardé David Chen debout près de la fenêtre. Puis elle m'a de nouveau regardé. J'ai dit, bonjour, Catherine. Ma voix n'était pas encore celle d'avant l'accident. Elle avait la texture d'un instrument utilisé pour la première fois après une longue période de silence, mais elle était bien là, claire, et elle s'imposait dans la pièce avec le poids de ce qui avait manqué pendant 3 semaines et qui venait de revenir. Hargrove a compris avant Catherine. Il était avocat,
et les avocats lisent les pièces pour vivre, il a lu cette chambre en environ 4 secondes et a compris que le dossier de documents qu'il tenait sous le bras n'allait pas être ouvert aujourd'hui. Catherine a dit, « Tu es réveillé ». J'ai répondu, « Je suis réveillé depuis jeudi après-midi ». Elle n'a rien dit. J'ai ajouté, « Je vous ai entendu jeudi matin avant d'ouvrir les yeux. Toi et mon père. » Son expression est passée par plusieurs phases. La première a été l'incrédulité. La deuxième a été le calcul de savoir si l'incrédulité était une posture tenable. La troisième s'est transformée en une expression que je ne saurais nommer. J'ai dit, Patricia a déposé une requête d'urgence auprès du tribunal des successions. Les transactions de la fiducie sont gelées en attendant l'audience de lundi. La procuration est invalide depuis l'évaluation révisée du docteur Afford déposée ce matin. Hargrove a dit, « Je souhaite m'entretenir avec ma cliente. » David Chen a répondu, « Bien sûr, le couloir est libre. » Hargrove et Catherine sont sortis, la porte s'est refermée. Patricia n'a rien dit. J'ai regardé le plafond un instant. Puis j'ai demandé, « Où est mon père ?» Patricia a répondu, « Il a appelé l'hôpital à 7h30 ce matin. Le secrétariat du docteur Afford lui a dit que ton état avait été mis à jour. Il n'a pas rappelé depuis. » J'ai dit, « Il sait. » Elle a dit, « Oui. » J'ai demandé, « Est-ce qu'il vient ?» Elle a répondu, « Je ne sais pas. Il n'est pas venu ce jour-là. Il est venu le lendemain matin, seul, sans Catherine et sans Hargrove, et sans le spectacle de sollicitude qu'il avait maintenu durant les 3 semaines de mon hospitalisation, alors qu'il m'avait rendu visite cette fois tout en planifiant la finalisation d'un transfert financier. Il est venu à 8h du matin, au moment où le personnel faisait ses rondes matinales et où le couloir extérieur résonnait des bruits ambiants d'un établissement qui commence sa journée. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte. Il avait l'air d'un homme qui venait de passer les dernières 36 heures à acquérir une compréhension de lui-même qu'il évitait depuis longtemps. Il avait 58 ans, et il avait construit une version de lui-même autour d'une femme qui posait des questions sur la fiducie de sa fille avant même qu'il n'ait annoncé à cette fille l'existence de cette femme. Il avait laissé ces questions devenir une direction. Il avait laissé cette direction devenir un plan. Il s'était tenu dans cette pièce 3 semaines plus tôt et avait demandé combien de temps il fallait encore attendre alors que je gisais dans le lit. Il savait que je le savais. Il est entré, s'est assis sur la chaise qu'occupait Patricia et a regardé ses mains. Il a dit, « Je ne sais pas par où commencer. » J'ai dit, « Alors ne commence pas, dis-moi juste la vérité. » Il a dit, « Je savais ce que Catherine préparait. Je le savais depuis le début, pas dans les moindres détails, mais j'en connaissais la direction. » J'ai demandé, « Depuis combien de temps ?» Il a répondu, « Elle a commencé à parler de la structure de la fiducie l'année qui a suivi notre mariage. » Je me suis dit qu'elle était simplement curieuse. Je me suis dit que c'était parce qu'elle se souciait de ton avenir. Il s'est arrêté. Je savais que ce n'était plus vrai lorsque tu as eu 25 ans. Je me suis laissé aller à ne pas savoir parce que l'alternative m'obligeait à faire quelque chose que je n'étais pas prêt à faire. J'ai dit, la quitter. Il a dit, oui. J'ai dit, tu l'as choisi. Il a dit oui. Il l'a dit sans l'argumentation d'un homme qui a préparé une défense pour ses choix, juste avec l'aveu, la description exacte d'une décision qu'il avait prise. J'ai regardé mon père, cet homme de 58 ans qui m'avait tenu la main aux funérailles de ma mère en me disant que nous surmonterions tout cela ensemble, et qui le pensait sincèrement, je le crois, au moment où il l'a dit. J'ai dit, l'audience a lieu lundi. J'ai besoin que tu dises au tribunal ce que tu sais, toute la portée de ce qui était prévu, les documents que tu as signés, les conversations avec Hargrove, tout. Il a dit, ce sera utilisé contre Catherine. J'ai dit, oui. Il a demandé, et contre moi? J'ai dit, probablement, oui. Il est resté silencieux et s'est arrêté. Puis il a dit, ta mère ne me pardonnerait pas cela. J'ai dit, je sais. Il a demandé, peux-tu le faire, toi? J'ai réfléchi à cette question avec honnêteté plutôt que par réflexe. J'ai dit, je ne sais pas encore. C'est la réponse la plus honnête que je puisse te donner. Il a hoché la tête. Il a dit, je serai à l'audience. Il s'est levé. Il m'a regardé une dernière fois depuis le seuil avec l'expression d'un homme qui vient de déposer un fardeau qu'il portait dans la mauvaise direction depuis longtemps et qui ne sait pas encore ce que l'on ressent à marcher sans lui. Puis il est parti. L'audience du lundi a duré 3 heures. J'étais présente en personne,
ce qui avait nécessité une autorisation médicale du docteur Afor et un fauteuil roulant pour la première partie, avant que je ne montre que je pouvais me tenir debout, ce que j'ai fait. Mon père a témoigné le premier. Il a exposé au tribunal toute l'étendue de ses connaissances, les conversations avec Hargrove, les documents qu'il avait signés, le calendrier du projet de Catherine tel qu'il l'avait compris. Il a répondu à chaque question que le confrère avocat de Patricia lui a posée, sans esquive et sans chercher à présenter une version arrangée des faits. Cela lui a coûté cher. C'était aussi, je crois, le moment le plus honnête de sa vie professionnelle depuis de nombreuses années. L'avocat de Catherine a tenté de dépeindre Grace, la gestionnaire financière de la fiducie, comme ayant agi de manière inappropriée en refusant de traiter les demandes de transfert. Grace a produit 14 mois de correspondance documentée lors de l'audience, prouvant qu'elle avait suivi chaque exigence de procédure correctement et qu'elle avait signalé ses inquiétudes par les canaux appropriés à chaque étape. Le tribunal a examiné la documentation de transfert d'Hargrove. Patricia avait vu juste concernant la chaîne d'autorisation. Ma maman avait construit une fiducie dotée d'une structure d'autorisation à plusieurs niveaux exigeant une vérification indépendante à chaque étape de toute transaction majeure. La vérification de l'étape 3 nécessitait la signature du conseil juridique indépendant de la fiducie, un rôle confié à une avocate que ma mère avait nommée nommément dans les documents lors de la création de la fiducie. Cette avocate était Patricia. Catherine et Hargrove ignoraient le rôle de Patricia dans cette structure, où ils le savaient et avaient cru pouvoir la contourner. Quoi qu'il en soit, le contournement n'avait pas été mené à bien, et l'autorisation de l'étape 3 manquait sur chaque document du dossier d'Hargrove. Le transfert n'avait jamais été légalement exécutable. Ma mère avait compris quelque chose il y a 18 ans qui avait protégé sa fille dans une chambre d'hôpital 3 décennies plus tard. Elle savait que les personnes les plus susceptibles de tenter de vous prendre quelque chose sont celles qui sont les plus proches de vous. Elle avait donc conçu la protection en conséquence, en l'ancrant dans une relation en laquelle elle avait confiance, plutôt que dans une structure qui pouvait être contournée par quelqu'un disposant d'assez de temps et du bon avocat. Elle avait fait confiance à Patricia. Patricia avait tenu bon. Le tribunal a gelé toutes les transactions en cours, a annulé la procuration de Catherine avec effet rétroactif, et a transmis le dossier au procureur de la République pour une enquête sur des soupçons de fraude, de falsification et de malversation financière. Mon père a été destitué de son rôle de cofiduciaire. J'ai été confirmé comme seule autorité de contrôle. Les conséquences qui ont suivi se sont produites avec la rigueur procédurale des institutions qui agissent de manière délibérée plutôt que rapide. Catherine a été arrêtée 4 mois après l'audience. L'enquête du procureur a révélé toute l'étendue de la planification, y compris des preuves selon lesquelles Hargrove avait préparé des documents d'autorisation falsifiés pour la vérification de l'étape 3. Documents qui n'avaient pas été utilisés parce que la fenêtre d'opportunité s'était refermée avant qu'ils ne puissent l'être. L'accusation de falsification était celle qui comptait le plus sur le plan structurel. Elle transformait l'affaire d'un litige civil sur la gestion de la fiducie en une affaire pénale avec des preuves d'intention précises. Hargrove a renoncé à sa licence d'avocat en attendant l'issue de l'enquête du barreau qui a suivi. Les avoirs de Catherine ont été gelés pendant l'enquête. Les articles de luxe qu'elle avait achetés dans les semaines suivant mon accident, anticipant la finalisation du transfert, ont fait l'objet de procédures de saisie. Mon père a coopéré pleinement à l'enquête. Sa coopération a été prise en compte mais n'a pas annulé les conséquences. Il a été définitivement écarté de tout rôle dans la structure de la fiducie. Il a fait face à une responsabilité civile pour sa participation au projet et a conclu un accord l'obligeant à rembourser à la fiducie les montants qui lui avaient été versés depuis ses comptes pendant la période où il avait agi contre mes intérêts. Il vivait seul au moment où l'accord a été conclu. Catherine avait déménagé lorsque l'arrestation était devenue imminente. Elle avait calculé que rester près de lui ne lui servait plus à rien et avait agi en conséquence avec la même efficacité qu'elle avait appliquée à tout le reste. J'ai quitté l'hôpital 12 jours après l'audience du lundi. Le docteur Afor m'a laissé sortir avec la satisfaction particulière d'un médecin dont la patiente s'est rétablie en dépit d'un pronostic initial sombre et qui prend ce succès personnellement comme une réussite professionnelle. Adas m'a accompagné jusqu'à la sortie. À la porte, elle m'a dit « Vous étiez la personne la plus calme que j'ai jamais vue dans une telle situation. » J'ai répondu « J'avais un excellent professeur. » Elle m'a regardé. J'ai poursuivi « Ma mère. » Elle m'a appris que la protection réside dans les personnes qui vous aident à construire, pas dans les documents. Adas a dit, elle semblait être une femme remarquable. J'ai dit, elle était précise. Ce qui s'est avéré être la même chose.
8 mois après l'accident, j'étais assise dans le bureau de la gestionnaire financière de la fiducie, Grèce, pour notre première revue trimestrielle depuis que j'en avais pris le contrôle exclusif. La fiducie était intacte. Les propriétés étaient rentables. Les parts de l'entreprise avaient pris de la valeur durant la période où l'ingérence de Catherine avait été bloquée par l'attente procédurale de Grèce. Le compte d'investissement continuait de croître avec la patience prudente que ma mère avait établie. Le travail minutieux de ma maman avait survécu. Patricia est privée dîner dans mon appartement ce samedi-là. J'avais cuisiné comme ma mère me l'avait appris, avec attention plutôt qu'avec rapidité. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine et nous avons parlé de choses qui n'étaient pas l'affaire judiciaire, ni l'hôpital, ni l'audience. Nous avons parlé de ma mère. Patricia a dit qu'elle aurait trouvé toute cette histoire exaspérante. J'ai répondu qu'elle l'aurait trouvée prévisible. Patricia a acquiescé. Elle a dit qu'elle savait contre quoi elle protégeait lorsqu'elle a rédigé ses documents. Elle l'avait vu dans d'autres familles. Elle voulait s'assurer que j'ai quelque chose qui tienne bon, même si les gens autour de moi ne le faisaient pas. J'ai évoqué la chaîne d'autorisation. Patricia m'a raconté qu'elle l'avait appelée la semaine précédant sa mort. Elle voulait relire les documents une dernière fois. Elles avaient passé 3 heures au téléphone. Elle avait apporté 2 légères modifications. Patricia a regardé son verre de vin. L'une d'elles était l'exigence de l'étape 3. J'ai dit, elle l'a ajouté lors de cet appel. Patricia a répondu oui. Je suis resté silencieuse un instant. Puis j'ai dit, elle savait. Patricia a dit, elle pressentait quelque chose. Elle ne savait pas exactement quoi, mais elle en savait assez pour ajouter une couche de protection supplémentaire. J'ai pensé à ma mère dans les dernières semaines de sa vie, gérant son entreprise depuis un fauteuil pendant que son corps s'affaiblissait. Elle s'était montrée assez précise et lucide pour appeler son avocate afin d'ajouter une exigence d'autorisation d'étape 3 à un document de fiducie destiné à une fille de 14 ans qui ne comprenait pas encore pourquoi cela compterait. Elle l'avait fait de toute façon parce que c'était sa nature. Je me suis réveillé d'un coma de 3 semaines et j'ai gardé les yeux fermés. J'ai entendu ma belle-mère et mon père planifier la finalisation d'un transfert financier qui était en cours depuis le jour de mon accident. Je suis resté immobile pendant des heures et j'ai tout répertorié. Une infirmière nommée Adas a remarqué mon état de conscience et a contacté Patricia. Patricia est arrivée ce soir-là avec 14 pages de documents qu'elle préparait depuis le 10e jour. Nous avons déposé une requête d'urgence à 23h47 cette nuit-là. Le tribunal des successions a gelé toutes les transactions dès 4 heures du matin. Hargrove est arrivé à 9 heures et a constaté qu'il n'avait plus rien à faire. Mon père a témoigné à l'audience du lundi. Catherine a été arrêtée 4 mois plus tard. La fiducie a été confirmée sous mon seul contrôle. L'exigence d'autorisation d'étape 3 de ma mère, ajoutée au cours de la dernière semaine de sa vie, a été la protection qui n'a pas pu être contournée. C'est toute l'histoire. Maintenant, voici ce que je veux vous laisser. Ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Elle a passé les dernières semaines de sa vie à téléphoner à des avocats, à ajouter des clauses à des documents et à construire des structures dont elle espérait que je n'aurais jamais besoin, mais qu'elle refusait de laisser incomplètes. Elle ne pouvait pas être dans cette chambre d'hôpital avec moi, mais ce qu'elle avait construit y était. C'est à cela que ressemble une véritable protection. Pas à une porte verrouillée, pas à une confrontation, pas à une intervention dramatique. Une exigence d'autorisation d'étape 3 ajoutée lors d'un appel téléphonique de 3 heures par une femme mourante qui comprenait que les personnes les plus susceptibles de tenter de vous prendre quelque chose seraient celles qui seraient les plus proches de vous au moment où vous seriez le plus vulnérable. Elle était précise. La précision, s'avère-t-il, est l'une des formes d'amour les plus durables. La seconde chose, Adas ne me connaissait pas. Elle n'avait aucune obligation de remarquer ce qu'elle a remarqué ni d'agir par des voies non officielles au péril de sa carrière professionnelle. Elle l'a remarqué parce qu'elle était attentive. Elle a agi parce que son instinct lui disait que ce qu'elle observait avait de l'importance. Prêtez attention aux personnes autour de vous qui remarquent les choses et qui agissent en fonction de ce qu'elles remarquent. Elles sont plus rares que les alliés évidents et plus précieuses quand cela compte vraiment. Dites-moi dans les commentaires votre prénom et votre ville. Dites-moi si vous avez déjà eu à vos côtés quelqu'un qui n'était pas obligé de l'être. Pour plus d'histoires comme celle-ci, retrouvez-nous sur la chaîne. Chaque histoire ici parle de quelqu'un que l'on croyait hors jeu et qui s'est avéré être la seule personne que personne n'avait correctement prise en compte.
Abonnez-vous et je vous verrai dans la prochaine vidéo.